Bon ben, allô tout le monde, ici Gardi Fury, président fondateur de Y Kombucha. Alors, bien entendu, tout le monde, je pense qu'on vit toute la même chose avec cette conjoncture pandémique mondiale. En fait, pourquoi on décide de faire ce webinaire, c'est parce que en temps normal, on aurait dû faire Expo Manger Santé la semaine dernière et ça n'a pas pu se faire parce que nous, en tant que macro-organisme, il fallait faire donc la distanciation sociale. Mais il y avait un panel que je voulais faire que je trouvais intéressant. Je voulais inviter le docteur Savard, qui est vraiment donc un scientifique très aguerri et qui a décidé de commencer à faire des études sur le marché du kombucha et le kombucha en tant que tel. Alors, ben, on l'invite, on lui dit merci d'être là. Comment ça va, docteur Savard? Bonjour, Monsieur Fury. Oui, ça va très bien, merci. Ben, excellent. Écoute, ben, c'est ça. Donc, merci d'accepter de faire cet entretien de façon numérique. Alors, l'idée que j'avais pour dans le cadre de Expo Manger Santé, c'était de parler de la science et le kombucha. Fait que je trouvais ça intéressant que les gens, la société commence à entendre peut-être parler un peu plus de l'aspect scientifique qui s'intéresse de plus en plus avec ce breuvage dont on entend toutes sortes de choses. Et je pense qu'il est temps qu'on commence à mettre peut-être quelque chose d'encore plus concret avec quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Donc, en ce qui a trait à la fermentation, si tu me permets, je vais juste faire aussi donc le petit descriptif et résumé de ta bio. Donc, Tony Savard, PhD. Que veut dire PhD en passant? Pour les anglophones, ça peut vouloir dire Permanent Head Damage, Ah, OK. mais la réalité, c'est plutôt que c'est un doctorat en philosophie, donc un peu un penseur. Tous Oui. les doctorats qui se font sont soit MD, médecine docteur, ou philosophie docteur pour les penseurs en sciences. Génial. Alors donc, le docteur Tony Savard est un chercheur microbiologiste pour Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis 2001 et a siégé sur divers comités au ministère ainsi que pour d'autres organismes. Docteur Savard a travaillé sur les différents aspects microbiologiques des fermentations lactiques de fruits et légumes. Il a collaboré étroitement avec l'industrie pour développer des ferments et des technologies de fermentation et de conservation dans le secteur biologique. Il s'agit comme chercheur principal sur les études de fermentation depuis plus de 20 ans. Son champ d'expertise couvre les bactéries lactiques et probiotiques, l'écologie microbienne des bactéries et levure dans les fermentations et les composés bioactifs issus de ces dernières, ainsi que dans le contrôle des bactéries pathogènes. Fait que c'est quand même assez complexe. On voit que tu n'as quand même pas chômé dans les, les dernières 20 années. Alors, ben moi, ma première question, donc après tout ce champ d'expertise en ce qui a trait à la fermentation en général, pourquoi as-tu décidé de faire une collaboration avec le Conseil de transformation alimentaire du Québec, qu'on appelle la CETAC, pour le marché québécois du kombucha? Mais c'est venu de sources. Je travaillais déjà avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour d'autres entreprises. Et devant la demande grandissante, ou je pourrais dire explosive des consommateurs envers ce breuvage merveilleux qui est le kombucha, le Conseil de la transformation a voulu un peu organiser cette industrie-là, qui est quand même très variable d'une compagnie à une autre. Et comme il s'agit d'un produit relativement unique de par ses propriétés, en fait un breuvage unique, je dirais, ben, le CETAC a réuni une vingtaine d'entreprises de kombucha et nous avons procédé à une revue de la littérature détaillée, là, exhaustive, sur tout ce qu'il y avait ou tout ce qui pouvait se trouver au niveau scientifique sur le kombucha, ainsi que sur le niveau plus non scientifique, disons, plus avis personnel ou expérience personnelle. Et on essaie maintenant, avec la collaboration de l'industrie du kombucha, d'encadrer tout ça. Donc, de créer des cahiers de charges, des guides de bonne pratique, etc. pour le Québec. Mhm. Fait que là, jusqu'à maintenant, quel est le fruit de ta recherche et la collaboration? Qu'est-ce qui en est ressorti de concret, puis qu'est-ce qui reste encore à accomplir? Ben, depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, presque 3 ans, je me suis réorienté dans la fermentation d'une kombucha. Comme vous l'aviez dit, j'ai une vingtaine d'années d'expérience en fermentation des légumes. Donc, c'est des fermentations dans les aliments. Les fermentations dans les aliments sont anaérobiques.
Mhm. c'est-à-dire sans oxygène. Le kombucha, pour sa part, comme la fermentation du vinaigre, est une fermentation aérobique. Et c'est une fermentation complexe qui fait intervenir plusieurs individus microbiens. Là. On parle souvent de 4 à 10 espèces de levures, 4 à 15 espèces de bactéries, bactéries lactiques, bactéries acétiques. Alors, ça fait une belle grosse soupe, tout ça, là, où je pense que ça prend un peu de microbiologie réelle, Mhm. d'analyse microbiologique pour aller voir là-dedans. Alors, on a commencé à identifier les fameux scobies. Il faut dire que le kombucha, c'est un breuvage produit à partir de la fermentation du thé et dans lequel il va y avoir une, deux ou trois fermentations, des formulations à la fin, etc. On va rajouter des fruits, des sirops de fruits, des saveurs. Donc, on va aller bonifier tout ça. Mais la principale bonification de la fermentation du thé vient des micro-organismes eux-mêmes. Alors, Mhm. la complexité du kombucha, c'est que c'est un breuvage vivant. C'est pas Mhm. un breuvage qu'on standardise, où on se pasteurise, où on stérilise, et dans lequel on ajoute des agents de conservation, de l'acide phosphorique, etc. Donc, ça complexifie beaucoup l'étude puisque c'est un breuvage qui, au temps zéro de sa commercialisation, va évoluer durant toute sa durée de vie, soit sur la tablette, soit chez le producteur, le transformateur. Et ça amène des défis technologiques assez intéressants pour quelqu'un comme moi. Est-ce que tu dirais donc qu'avec toute l'expérience que tu as eue avec les différentes catégories d'alimentation ou de ferments ou de légumes ou de fruits, que c'est vraiment complètement autre chose que tu as touché jusqu'à maintenant? Oui, je dirais que ça a monté la barre des défis technologiques un peu plus haut. La problématique aussi, c'est de ramener des faits scientifiques dans tout ça. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs études scientifiques sur le thé qui ont démontré ses bienfaits pour la santé. Et il y a eu plusieurs études sur les composants du kombucha, donc qui sont issus de la fermentation du thé elle-même et du sucre qui est ajouté. Et ça amène plein de nouvelles molécules qui ont des capacités fonctionnelles, des capacités Mhm. bioactives. Mhm. La problématique, c'est qu'on n'a pas encore d'études scientifiques sur l'humain pour le kombucha en soi, donc la totalité de tous ces effets-là. Mhm. Alors oui, on peut amener des effets bénéfiques démontrés, par exemple sur les catéchines, les polyphénols, les vitamines qui sont produites par la fermentation, les différents acides organiques, plus le contenu en microbiologie, en micro-organismes vivants à l'intérieur. Et des micro-organismes qui sont généralement reconnus, generally recognized as safe, là, Mhm. GRAS, aux États-Unis. Donc, des bactéries qui sont à la fois probiotiques. Je ne dis pas que le kombucha est probiotique, parce que Mhm. ça demande d'autres distinctions, mais Mhm. il contient des micro-organismes probiotiques, des micro-organismes lactiques qui ont une réputation depuis toujours là, chez l'humain pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Mhm. Parce qu'avec le kombucha, il y a souvent bon, toutes sortes d'allégations. Certaines personnes peuvent mettre donc certaines certifications sur l'étiquette, ici et ça. C'est quand même un marché qui existe à peu près depuis 10-12 ans, si on parle que du Québec. Ici, moi, je tiens un livre, donc, qui s'appelle The Big Book of Kombucha. C'est un peu, entre guillemets, presque la Bible, mais est-ce que tu dirais que dans ce livre-là, que j'imagine que tu as lu, est-ce qu'il y a quand même aussi des études scientifiques qui ont été faites? Est-ce que tu considères qu'elles sont bonnes? Combien en pourcentage on pourrait garder comme étant scientifique sortant de ce livre? OK. Si on parle du kombucha en soi, donc du breuvage, il Mhm. faut comprendre qu'il varie énormément d'une industrie à l'autre. Mhm. Hein, selon la compagnie qui va le produire, son SCOBY va être différent. Donc, le SCOBY, c'est le fameux champignon là, qui contient les bactéries, les levures à la surface, là, Mhm. qui vont aller fermenter le thé et le sucre pour produire le kombucha. Donc, ça varie d'une industrie à l'autre. Le procédé aussi varie d'une industrie à l'autre. Donc, le kombucha, pour faire une étude scientifique sur ce breuvage-là, il faut vraiment orienter l'étude sur un produit en particulier. Et là, si on compare un kombucha, par exemple, au bleuet sauvage versus un kombucha à la mangue, bon, ben, il y a d'autres antioxydants qui arrivent par le fruit aussi. Alors, vous comprenez que des études scientifiques Mhm. cliniques sur l'humain, c'est très complexe. Le Big Book of Kombucha, oui, je l'ai épluché comme toutes les autres publications sur le kombucha. Mhm. C'est un bon pot pourri de tout ce qui existe ou à peu près, mais il y a beaucoup d'allégations là-dedans qui sont
extrapolée au kombucha en entier, alors qu'elle devrait être concentrée sur le contenu en catéchine, le contenu en polyphénol, Mhm. le contenu en antioxydants aussi. Mhm. Alors, oui, il y a des propriétés bénéfiques de chacune de ces composantes-là. Mhm. Est-ce que la totalité est étudiée chez l'humain à ce jour? Non. OK. La seule chose, c'est que on a fait des études in vivo et in vitro Mhm. sur les composantes spécifiques. Et dans Mhm. le in vivo, c'est le rat et la souris seulement qui a eu des études. Mhm. Tu vois, moi, juste en plus avec la conjoncture mondiale pandémique, avec la COVID, j'ai l'impression que maintenant, ça va ouvrir la conscience collective à ce monde qui est invisible, mais qui a toujours existé, donc qui sont les micro-organismes. Et je pense que ça va faire en sorte de peut-être que les gens vont comprendre encore plus qu'il y a des bons micro-organismes, mais il y a aussi des mauvais micro-organismes, donc des pathogènes. Est-ce que tu penses que là, maintenant, ça va être un changement de paradigme à vouloir maintenant consommer encore plus d'alimentation vivante, en l'occurrence donc du kombucha? Ben, votre question est très précise par rapport au kombucha en soi. C'est clair qu'il y a une remise en question mondiale et humanitaire, je dirais, sur une prise de conscience sur notre état, notre situation. Moi, je plaide souvent dans mes conférences que notre mode de vie actuel, l'industrialisation, a eu des impacts négatifs sur notre santé globale. L'alimentation est le premier lien. Il faut comprendre que les humains contiennent 10 à la 13 cellules eucaryotes. Là. Mhm. Donc, on parle de milliards présentement, là, de millions, de milliards, etc. Là. Mhm. Donc, imaginez 10 à la 13, c'est 1 avec 13 zéros après. Mhm. Et le corps humain contient à sa surface à l'intérieur 10 à la 14 micro-organismes. Mhm. Alors, il faut comprendre que tout ce qui rentre dans la bouche a un impact sur nos micro-organismes et donc un impact sur l'humain aussi, sur notre corps. Alors, il est clair que de manger en 15 minutes le midi à la course, de courir pour faire le souper, d'acheter des mets préparés, le fast-food, etc., ça a un impact négatif sur la santé. Donc, une alimentation plus, je dirais, plus, pas nécessairement saine, mais plus proche des valeurs profondes, une alimentation parce que le kombucha est quand même un produit transformé. Ça vient de la Mhm. fermentation du thé. Mais Mhm. on incorpore à ça des micro-organismes qui sont bénéfiques pour la santé. Mhm. Donc, oui, je pense qu'au mondial, il va y avoir une prise de conscience pour retourner vers un mode de vie et une alimentation qui, théoriquement, sera plus saine. Je l'espère. Mhm. Puis, tu sais, souvent, on parle de la fermentation et d'un rôle que ça pourrait jouer au niveau du microbiote. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le microbiote? Parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus à travers les médias. Dernièrement, encore à Radio-Canada, on en parle de plus en plus. C'est plus quelque chose de d'hurlu-berlu. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que le microbiote et aussi de peut-être le rôle que ça pourrait jouer une fois qu'on peut faire des analyses scientifiques de ce que peut-être le kombucha ou d'autres aliments qui sont déjà connus qui peuvent avoir une interaction bénéfique, soit pour le système immunitaire, entre autres. Oui, ben, notre microbiote, il est influencé par un paquet de choses. Un microbiote, c'est notre flore microbienne qui interagit avec nous-mêmes. Donc, ça fait partie de notre composante, et même, je dirais, une composante génétique Mhm. d'évolution. Alors, chaque individu est différent et a un microbiote différent. On Mhm. sait, par exemple, que dans des maladies chroniques, digestives, comme le côlon irritable, la maladie de Crohn, etc., il y a un lien entre le microbiote et ces choses-là. C'est De pour ça qu'on plus, a mis le Y ici. Là, pour... Avant, il y avait le S pour Superman, c'était au thorax, mais là, j'ai mis le Y ici. le ventre C'est sur sur le l'abdomen. microbiote. Effectivement, puis là, on a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent, on parlait des probiotiques tout à l'heure, qui démontrent un effet peut-être même psychobiotique chez certains Wow. micro-organismes. Alors, il y a des études démontrées maintenant scientifiques, des études cliniques Fait que c'est pas qui ont des ésotérique effets. pantoute, là. C'est ça. Alors, l'influence de ce qu'on mange, des micro-organismes qu'on ajoute par l'alimentation, et par exemple, ceux qui pourraient survivre à la barrière intestinale, donc c'est ça la notion de probiotique en général, là, Mhm. peuvent avoir un impact sur notre microbiote et on peut le changer ou l'améliorer. Et on peut aussi le détériorer selon ce qu'on mange. Mhm. Alors, effectivement, je pense que les aliments fermentés, et d'ailleurs, ça, c'est reconnu par la Food and Agriculture Organization, la FAO, Mhm. autant que par la WHO, la World Health Organization, qui reconnaît très clairement, hors de tout doute, que les aliments fermentés sont non seulement sécuritaires, mais ont un effet bénéfique sur la santé.
Hmm. Alors, on inclut là-dedans, évidemment, des breuvages fermentés comme le kombucha qui a plus de 2 milliers d'années d'existence. Hmm. En tout cas, c'est vraiment excitant. J'ai l'impression qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps. Puis, en tout cas, j'aurai l'occasion de pouvoir te réinviter. Moi, ce que j'en comprends rapidement, c'est que le futur du breuvage ou le futur de l'alimentation, finalement, c'est le passé. Sauf que, en même temps, il va y avoir l'aspect donc scientifique qui va pouvoir étayer toutes ces allégations-là. Puis, on va vraiment comprendre l'importance de retourner à une alimentation saine et vivante. Fait que merci beaucoup, docteur Savard. Et puis, on se revoit très bientôt, puis je pense qu'on va pouvoir rentrer encore plus dans les aspects plus complexes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.